On parle souvent des attentes comme si le problème était d'en demander trop ou pas assez. Mais dans la majorité des tensions, ce n'est pas le niveau d'exigence qui pose problème, c'est le cadre dans lequel ces exigences sont inscrites. Commençons par le cas le plus courant, les attentes non formulées. Beaucoup de personnes pensent qu'en laissant le cadre flou, elles protègent la relation, elles évitent le conflit, elles évitent d'avoir l'air exigeantes. En amour, ça peut donner je respecte l'autre, alors je ne vais pas lui demander de changer. Au travail, il sait très bien ce qu'il est censé faire. Mais ce qui disparaît en surface réapparaît ailleurs. Les attentes qui ne sont pas formulées explicitement reviennent presque toujours sous forme de déceptions récurrentes. Lorsqu'une attente n'est pas formulée, elle ne disparaît pas du système. Elle reste active, mais de manière unilatérale. Vous savez ce que vous espérez. Vous savez ce qui pour vous serait normal, mais l'autre ne le sait pas. Et pourtant, vous évaluez son comportement comme s'il avait eu accès aux mêmes repères que vous. Et c'est précisément là que naît la frustration. Le psychologue Daniel Kahneman a montré que le cerveau humain fonctionne largement à partir de modèles implicites. Il anticipe, projette, complète les vides, sans jamais vérifier si ces modèles sont réellement partagés. Et dans les relations, c'est exactement ce qui se produit. L'autre ne manque pas nécessairement de volonté, il évolue parfois dans un cadre qui n'a jamais été rendu explicite. Et sans cadre clair, il n'y a pas de responsabilité réelle, pas de priorité lisible, pas de progression possible. Ce que vous interprétez comme de l'inaction est parfois une absence de point d'appui. La vraie question n'est donc pas pourquoi ne fait-il rien, mais plutôt qu'est-ce que j'attends réellement et est-ce que cette attente existe clairement pour l'autre? Et surtout, avons-nous le courage d'aller au fond de cette attente? Car elle est rarement liée à une tâche précise ou une action ponctuelle. Ce qui est en jeu est souvent plus profond. La répartition de la charge mentale, la répartition de la responsabilité, le sentiment de porter seul ce qui devrait être partagé, l'anxiété générée par une impression de déséquilibre ou encore la frustration de voir un potentiel rester inexploité. Et tant que cette attente-là reste implicite, aucun comportement ne pourra réellement la satisfaire. Autrement dit, un cadre clair est plus prospère qu'une tolérance floue. A l'inverse, certaines attentes sont très claires, mais irréalistes. Et quand l'exigence est irréaliste, vous ne créez pas de progrès, vous créez de la protection. On associe souvent exigence et élévation. On se dit que demander plus va naturellement faire émerger le meilleur. Mais il existe un point précis où l'exigence cesse de structurer et commence à écraser. À partir de là, ce n'est plus une attente, c'est une pression. Une attente devient problématique lorsqu'elle ne laisse aucun espace réel pour l'apprentissage, l'erreur ou l'ajustement. Quand le niveau attendu est perçu comme inatteignable, le cerveau ne s'organise plus pour progresser, il s'organise pour se protéger. Retrait, justification, désengagement discret, ce n'est pas un refus conscient, c'est une réponse adaptative. Le philosophe Spinoza expliquait déjà que lorsqu'un individu est placé dans un état où ses possibilités d'action sont réduites, il ne devient pas meilleur, il devient contraint. Et la contrainte ne produit ni créativité ni responsabilité. L'autre ne manque pas forcément d'ambition. Il évolue parfois dans un cadre où la réussite semble hors de portée. Et dans ce contexte, l'effort devient risqué. L'initiative devient dangereuse. La progression devient improbable. Ce que vous percevez comme un manque d'engagement est parfois une tentative silencieuse de ne pas échouer ouvertement. La question n'est donc pas pourquoi est-ce qu'il ne se dépasse-t-il pas, mais plutôt l'attente que je pose crée-t-elle un espace où l'effort est possible? Une exigence juste n'écrase pas, elle soutient, elle laisse suffisamment de place pour que l'autre puisse réellement progresser. Le troisième cas est plus subtil encore, l'asymétrie des exigences. Dans beaucoup de relations, professionnelles ou personnelles, le problème n'est pas l'exigence, c'est le fait qu'elle ne circule que dans un seul sens. On attend beaucoup de l'autre, de la clarté, de la rigueur, de l'engagement, mais on tolère pour soi des zones floues, des retards, des exceptions. Et le cerveau humain est extrêmement sensible au déséquilibre.
Il détecte très finement quand une règle s'applique à l'un, mais pas à l'autre. Et cette asymétrie produit une réaction immédiate, la perte de la légitimité. Peter Drucker disait que les gens croient ce qu'ils voient. Ils ne croient pas ce qu'on leur dit. En d'autres mots, ce n'est pas ce que vous dites qui fait autorité, mais c'est le modèle que vous incarnez. C'est la cohérence entre vos paroles et vos actions. L'autre ne remet donc pas en cause votre rôle, il ajuste son engagement au niveau de cohérence qu'il perçoit. Et quand l'exigence est asymétrique, l'adhésion devient minimale, l'effort devient calculé, la relation devient transactionnelle. Ce n'est pas une opposition frontale, c'est un retrait silencieux. La question n'est donc pas « pourquoi ne fait-il pas ce que j'attends ?» mais plutôt « est-ce que j'applique à moi-même le même niveau de rigueur que j'attends des autres ?» Rappelons-nous que le respect ne naît pas du statut, mais de la symétrie des exigences. Au final, on pense souvent les attentes en termes de niveau. Est-ce que j'en demande trop ou pas assez ? Comme s'il suffisait d'ajuster un curseur pour résoudre les tensions relationnelles. Mais une attente saine n'est ni basse ni élevée. Le vrai sujet n'est pas quantitatif, il est qualitatif. Une attente devient saine lorsqu'elle remplit 3 conditions simples. Elle est claire. L'autre sait précisément ce qui est attendu. Elle est atteignable. Elle tient compte du contexte, des ressources, du réel. Et surtout, elle laisse un espace de progression réel, sans surveillance permanente, sans menace implicite. Et quand ces conditions sont réunies, l'exigence ne pèse plus. Elle l'organise. La philosophe Hannah Arendt rappelait que la responsabilité n'émerge pas sous la contrainte, mais dans un cadre où l'action a du sens. Autrement dit, ce n'est pas la pression qui fait grandir, c'est la lisibilité du cadre. Une attente juste ne cherche pas à contrôler. Elle crée un point d'orientation. Elle permet à l'autre de se situer, de choisir, d'ajuster. Et dans ce cadre, l'engagement devient possible. L'erreur devient informative. La progression devient durable. La relation cesse d'être un rapport de force. Elle devient un espace de construction. La vraie question n'est donc pas « est-ce que je demande trop ou pas assez ?» mais quel cadre suis-je réellement en train de poser ? Parce que les relations ne se détériorent pas par manque d'effort. Elles se déséquilibrent quand le cadre devient invisible, intenable ou incohérent. Et tant que ce cadre n'est pas vu, chacun continue d'agir de bonne foi dans une structure qui produit exactement ce qu'on voudrait éviter.